Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon point lecture du mois d'avril. Donc ce mois j'ai pas mal lu, je suis même étonnée moi-même. Au départ je pensais que c'était mal parti et finalement je me suis bien rattrapée. Au total j'ai lu 9 livres, j'ai eu un coup de cœur et aucune déception, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors, on va directement commencer avec le coup de cœur. Donc, il s'agit du tome 3 de H+, Transcendance, de Celia Ibanez aux éditions Greenlight. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique et je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, je vous épargne le résumé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous mets dans le petit i, je crois qu'il est par là aussi, une vidéo où c'est que j'en parle. Et du coup, oui, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce dernier tome en fait. J'ai trouvé le récit était captivant, j'ai été pris dedans du début à la fin. Et c'est un univers aussi qui devient de plus en plus sombre. Alors c'est ça que j'apprécie au départ. On découvre, on va dire, tout ça. Et après, ça devient de plus en plus sombre, petit à petit. Et dans ce tome, on va dire, il est vraiment très sombre. Et il y a quand même des moments assez difficiles à lire, j'ai trouvé. Et le dénouement final, pour moi, il était juste inattendu et retentissant. Franchement, j'étais sur les fesses, je ne m'attendais pas à un truc pareil. Voilà, c'était vraiment hallucinant, il n'y a pas d'autre mot. Et pour moi, cet univers, depuis le début, j'ai adoré. Et là, j'en suis toujours aussi fan en fait. Dans chaque tome, on apprend des nouveaux éléments. Et l'autrice, même si elle n'écrit pas tout ce qui se passe dans cet univers ou tous les éléments, on n'a pas besoin de tout ça en fait. Même s'il y a des termes qu'on ne connaît pas plus que ça, que c'est des termes inventés, on voit plus ou moins ce que c'est, ou on imagine. Et moi, ça me parlait et voilà, j'étais à fond dedans, j'adorais cet univers. Et voilà, ça, pour moi, ça l'a fait tout simplement. Et on est aussi dans une histoire où notre personnage principal, Vénus, ce que j'adore, c'est qu'elle est totalement imprévisible. Vous pensez qu'elle va peut-être faire ça, alors qu'en fait, rien à voir. Elle part tout à l'opposé. Donc, vous pouvez être sûr de rien. C'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que vous dites, ah, elle va peut-être revenir à la raison et puis tac. Non, pas du tout. Et oui, c'est ça que j'adore avec Vénus, c'est que c'est un personnage qui a son caractère et puis qui suit pas une voie toute tracée en fait. Elle nous surprend et c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. Et c'est aussi un tome qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions, on va être clair. C'était déjà, ça m'a fait quelque chose de quitter cet univers parce que j'adorais ça. Et il y a des éléments qui s'y passent, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions du coup. Après, le seul petit bémol, c'est que quand j'ai commencé ma lecture, j'étais un peu perdue. Les premiers chapitres, j'ai été un peu perdue. J'aurais peut-être bien apprécié avoir un petit résumé en début du livre, mais vraiment une page qui nous explique en gros ce qui s'était passé dans le tome 2, qu'on ait les éléments de fin du tome 2 et qu'on reparte sur des bonnes bases. C'est peut-être juste ça qui m'a un peu manqué, mais ça reste quand même un coup de cœur. J'ai adoré et la plume de l'autrice est juste addictive en fait. Quand vous commencez, vous voulez savoir la suite. Et vous arrivez au bout, vous vous dites mais je suis déjà à la fin. Et voilà, c'est... Ça m'a fait mal d'arriver au bout de ce roman numérique, mais voilà, je suis contente d'avoir découvert cette saga. Et si vous aimez tout ce qui est science-fiction, avec de l'aventure, des rebondissements, tout ça, je vous la conseille vraiment à 100%. Alors vous avez peut-être un peu changé d'angle, j'ai dû mettre recharger la caméra entre deux, donc voilà, si vous voyez que ça a bougé, c'est normal. Du coup maintenant j'ai passé avec les autres lectures que j'ai bien appréciées. Donc en début de mois j'ai commencé par lire La guerre des clans, le cycle 6, le tome 5, La rivière de feu d'Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Regardez cette couve, elle est juste magnifique. Donc ici on continue de suivre Cœur d'Aulne et les clans à travers les différentes péripéties qu'ils vont rencontrer et les menaces aussi contre lesquelles ils vont devoir lutter. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que là on est sur un tome 5 quand même, j'ai pas envie de vous spoiler. Alors ce tome, je lui ai mis la note de 7 sur 10, je m'explique parce que... Alors c'est un tome qui est très petit, je pense que vous les voyez peut-être, et alors ça fait le tome d'avant, je pense que je vous avais fait aussi un peu le même commentaire, j'ai l'impression que ça fait deux tomes qu'on est sur une ambiance qui est assez lente,
qui se passe pas grand chose, on va être clair. Alors oui, il y a des péripéties, il y a des secrets, il y a des révélations, il y a des choses, tout ça, comme d'habitude. Mais au niveau des menaces, à part résoudre une prophétie ou à comprendre une prophétie, il se passe pas grand chose et il n'y a pas de menace externe. Donc c'est vrai que il se passe moins de trucs, j'ai trouvé, que dans les autres tomes que j'ai pu lire. Ça fait 2 tomes qu'on stagne un peu et je me suis dit là, on est quand même sur un tome 5, le tome 6 sera la fin du cycle. Et si là ça se relance pas, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'en un seul tome pour la fin du cycle, on avait réussi à nous faire un énorme machin, oui, une énorme intrigue, une énorme menace. Je suis quand même sceptique à ce niveau-là. Après ça se lit très vite, c'est toujours agréable. Ici on a toujours aussi un point de vue qui est, comment dire, une narration multiple, où c'est qu'on suit plusieurs chats qui sont dans différents clans, comme ça on a le point de vue de plusieurs clans. Et là, il y a un élément aussi quand même important qui se passe dans le dénouement final, et qui peut nous apporter une suite pour le tome 6. Mais voilà, je suis quand même sceptique sur le fait qu'on va avoir un gros rebondissement et un final en apothéose sur ce tome 6. Après, à voir, je peux me tromper, mais voilà, je suis sceptique et c'est ça qui a fait perdre des points, parce que moi la guerre des clans c'est vraiment des tomes où c'est que je les bouffe, on va dire en général, où c'est que qu'il se passe sans cesse quelque chose, que voilà, en fait on se dit mais en fait ils ont jamais un instant tranquille ces chats. Et là ça fait 2 tomes qu'en fait j'ai l'impression que ça se repose un peu sur leur laurier, j'ai envie de dire. Et voilà, donc c'est pour ça que ces 2 tomes je les ai peut-être moins bien notés. Et j'espère que le tome 6 pardon, sera plus intéressant et que je vais pouvoir vous dire ah là ça a donné. Voilà, c'est pour ça. Après comme je disais, celui-là il est assez petit, alors je l'ai vite lu, hein, ça se lit vite. Il fait un peu plus de 320 pages et c'est toujours écrit assez grand et assez aéré. Voilà, regardez, en plus les entêtes de chapitre elles sont super belles. Mais ça reste des bonnes lectures et j'ai hâte de lire le dernier tome qui vient de sortir justement, et de voir comment se termine ce cycle. J'ai ensuite lu Les Sœurs du Titanic de Patricia Falvey et c'est aux éditions de Noyelles, si je ne dis pas de bêtises, j'ai toujours un doute. Oui, édition de Noyelles. Voilà, je l'ai acheté sur France Loisirs, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, c'est aussi un livre dont je vous ai parlé plusieurs fois, je vais vite vous faire un petit résumé rapide. Donc on suit 2 sœurs, Nora et Delia, qui vivent en Irlande et elles ne s'entendent pas vraiment. Du coup elles vont embarquer à bord du Titanic à quête d'une nouvelle vie aux États-Unis. Nora a été embauchée chez quelqu'un d'assez riche pour s'occuper de sa fille. Et Delia, quant à elle, elle va faire bonne dans une maison. Voilà, donc elles partent les 2 sur le Titanic en se disant que c'est un nouveau départ. Sauf que il va arriver ce qui doit arriver. Le Titanic va couler. Et Delia s'en sort. Et elle pense que sa sœur est morte, s'est noyée. Du coup, une fois arrivée aux États-Unis, elle se fait passer pour Nora et va prendre sa place. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Nora elle a survécu et elle est amnésique. Donc voilà pour le speech. C'est un livre auquel j'ai mis 7 sur 10. Alors je vous montre la couverture aussi, elle est super belle je trouve. Alors, je trouvais que c'était une histoire intéressante, alors qu'on est bien dans l'époque est bien amenée, j'ai trouvé. Pareil pour le naufrage du Titanic, c'est bien fait, je trouve, ça concorde bien avec les éléments qu'on a entendus. Et on suit ces 2 sœurs en fait à travers les chapitres, et on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'évolution en fait de nos 2 sœurs. Elles vont, une fois arrivées aux États-Unis et suite aux événements qu'elles vont subir, elles vont totalement changer et j'ai beaucoup aimé leur évolution. Après, ce que j'ai moins apprécié, c'est que peut-être que j'en attendais plus. Je sais pas, je suis restée sur ma faim avec ce livre, je peux pas vous dire pourquoi, je pense que j'en attendais trop. Et je suis restée sur ma faim au final. Et aussi, ce qui m'a déçue, c'est qu'à la fin, en fait, on est sur une fin ouverte.
Et moi je m'attendais à une fin plus structurée, c'est qu'on découvre au moins ce qui arrive à nos deux sœurs et aux personnages principaux qu'on a décrits. Et en fait on est sur cette fin ouverte, on se dit oui ok mais Anura elle fait quoi après, Delia pareil, et ainsi de suite. Et moi ça m'a un peu déçue parce que là c'était vraiment une fin ouverte. Alors, on aurait pu faire une fin un peu plus structurée mais en gardant ouvert ça m'aurait pas dérangé, mais là c'était vraiment trop à mon goût. Et c'est pour ça que je lui ai enlevé des points. Et j'ai également lu Sphera, le tome 1, Ne rien sauver, d'Alice Nin aux éditions Explora. Je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Alors je vais vous lire le résumé. Et si un autre monde veillait sur vous? Sphera, le monde parallèle qui maintient l'équilibre de la Terre, est menacé. L'énergie qui l'anime vacille. Quand Gem, natif de la sphère, et Lucie, son élève terrienne, se rencontrent, ils ignorent qu'ils vont devoir s'allier pour sauver leur monde. Peu à peu, les secrets éclatent et les masques tombent. Le temps est venu de tout recommencer. Pour cela, ils doivent choisir, se battre et rester, ou laisser Sphera décider de son avenir, vaincre ou ne rien sauver. Voilà, donc c'est une lecture que j'ai mis 7 sur 10, c'était vraiment un bon roman. J'ai beaucoup aimé l'univers qui me faisait un peu un côté science-fiction fantastique, j'ai envie de dire. L'univers il est vraiment complet et c'était vraiment une belle découverte. En fait on le découvre avec notre personnage principal au fur et à mesure parce que c'est vrai que c'est assez complet. Et comme on suit Lucie, notre terrienne qui arrive là-dedans, bah, elle découvre tout en même temps que nous, c'est ça qui est agréable. Et j'ai trouvé que Lucie et Gem étaient des personnages attachants, en tout cas je les ai beaucoup appréciés, et surtout qui étaient opposés, c'est ça qui était sympathique, qui pouvait vite se prendre la tête. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on est à la première partie, qu'on est plus dans un univers de découverte, où c'est que tout a l'air tout beau, tout rose, tout merveilleux. Et puis petit à petit on découvre les faiblesses, ce côté sombre. Et j'ai beaucoup aimé cette transition, en fait, ça m'a beaucoup plu. Le dénouement final, alors, il était totalement inattendu, ça, vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Et ce que j'ai un peu plus de mal, par contre, c'est au départ, c'est de rentrer dans cet univers, c'est vraiment assez complexe. Alors, à un moment donné, je me suis sentie un peu perdue au début. Et j'ai aussi quelques problèmes de mémorisation au niveau des prénoms. On a quand même pas mal de personnages qui sont introduits au début. Et je me suis emmêlé les pinceaux tout simplement. Voilà pourquoi j'ai un peu retiré des points. Mais c'était une très bonne lecture et je me réjouis de découvrir la suite. J'ai également lu le tome 1 de Modern Princess avant minuit. C'est de Julie Murphy aux éditions Hachette Hilloz. Donc ça, c'est une lecture que j'ai fait sur tout le mois d'avril plus ou moins en lecture commune avec mon amie Louise du compte Louise Tuting. Je vous mets son compte Instagram dans la barre d'infos. Et ça a été une très bonne lecture personnellement. Je vous montre la couverture. Donc comme vous voyez on est sur une réécriture de Cendrillon. Donc pour le résumé on va suivre Cindy qui adore la mode. Sauf que comme elle est ronde, on va dire, elle ne trouve pas forcément des vêtements à sa taille et qui lui conviennent. Du coup elle est fan de chaussures parce que là bah, ça lui va. Et Cindy, elle vient de finir des études de design et elle ne sait pas encore ce que l'avenir va lui réserver. Et à ce moment-là, sa belle-mère qui dirige une émission de télé-réalité qui s'appelle Avant minuit, lui propose de participer à l'émission car il y a des désistements de dernière minute. Et Cindy elle hésite et après elle se dit que finalement ce serait l'occasion de montrer son travail et de peut-être trouver aussi un employeur. Et en même temps, elle ne va pas dire non au fait de se faire draguer par un beau célibataire. Voilà, du coup, pour le résumé, ça a été une très bonne lecture. J'ai mis la note de 9 sur 10. Alors, comme vous voyez, c'est une réécriture de Cendrillon dans notre monde moderne. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de représentations, surtout pour les personnes rondes. Mais pas que, il y a d'autres choses aussi que l'autrice aborde et c'était vraiment sympathique. Cindy c'est un personnage qui est vraiment agréable, j'ai adoré la suivre. C'était vraiment une histoire qui vous donne le sourire, j'ai envie de dire, que tout du long vous avez envie de savoir la suite. En plus la romance elle est mignonne, vous passez des bons moments et vous voulez connaître la suite même si l'intrigue elle est prévisible, vous vous en foutez. C'est juste le fait de passer un bon moment, c'est bien écrit, la plume elle est simple.
mais prenante. Et Cindy, elle est attachante et pareil pour notre beau célibataire aussi, il est touchant. J'ai vraiment été émue avec ce livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a plein de clins d'œil à l'histoire des Cendrillon de Disney qui sont glissés par-ci par-là. Et à chaque fois, je me disais, ah bah tiens, ça c'est une référence au Disney, mais comme l'autrice parvient à les glisser là-dedans et a totalement changé tout ça, c'est vraiment très beau et si vous aimez les contes et que vous avez envie de passer un bon moment de lecture, je ne peux que vous recommander ce livre. Car comme je vous dis, moi c'était vraiment un moment que chill. Je me posais, je savais que j'allais passer un bon moment et c'était le cas. Et franchement, vraiment une super lecture. Alors, je pensais pas que j'allais passer un aussi bon moment que ce livre et dès les premières pages, j'ai été prise dedans. Et je voulais connaître la suite et au final j'ai été triste de quitter Cindy. Et oui, franchement j'ai hâte de lire le tome 2. C'est pas par la même autrice, c'est une autre écriture, mais si c'est la même ambiance, franchement je suis preneuse. J'ai également lu Bravoure de Danielle Steele aux éditions Pocket. Donc là, hop, je vous montre la couverture. On suit Nicolas qui malheureusement va devoir quitter l'Allemagne suite à la montée du nazisme. Et il va du coup devoir quitter l'Allemagne avec ses fils car il apprend qu'en fait il est en partie juif. Et il va émigrer aux États-Unis, sauf que le problème c'est que pour pouvoir partir là-bas, il faut avoir du travail. Alors pour l'aider, un de ses amis d'enfance va lui donner plusieurs chevaux parfaitement dressés pour qu'il puisse intégrer un cirque. Comme ça, il émigre donc dans ce cirque. Et là-bas au cirque, il va rencontrer Christiana, qui est la vedette. C'est une équilibriste. Et il se pourrait bien qu'entre Nicolas et Christiana, il y ait une romance qui débute. Voilà. Donc ici, j'ai mis la note de 7 sur 10. J'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante, qui concordait aussi avec la période historique qu'elle représente. Alors on a à la fois cette partie qui parle de l'Allemagne nazie où les juifs devaient s'enfuir pour éviter tout ce qui a eu lieu, les camps de concentration, les camps de travail. Et Nick s'enfuit droit avant cela. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait comme on a le monde du cirque qui est représenté entre tout ce qui est avec les chevaux, qui est en lien avec les numéros de Nicolas, et ce qui représente l'équilibrisme avec le numéro de Christiana. Et pareil, même si on suit Nicolas une bonne partie de l'histoire, on suit également d'autres personnages qui sont restés en Allemagne. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir leur point de vue, de voir que même les purs Allemands n'étaient pas en sécurité. Et on va suivre plusieurs personnages, dont un que j'ai beaucoup aimé, elle s'appelle Marianne. C'est la fille du meilleur ami de Nicolas. Et là aussi on va suivre son histoire après que Nicolas soit parti. Et ça m'a beaucoup plu. Franchement c'est bien écrit. Alors oui, il y a une romance qui après va... Il y a même plusieurs romances qui vont se mettre en route. Et c'est agréable, c'est une lecture que j'ai trouvé agréable. En fait, je me suis pas ennuyée, je lisais. Ce que je lui reproche par contre, c'est plus vers la fin. En fait, j'ai trouvé que par moments il y a certains éléments qui manquaient de profondeur, en fait, peut-être au niveau des romances, que tout ça, que ça allait peut-être un peu vite. Et aussi à la fin, j'ai trouvé que par contre, la fin, on saute plusieurs générations d'un coup, et ça y va en fait. Je l'ai trouvé restaurative à mon goût, et par moments, je m'emmênais même les pinceaux avec les personnages de savoir qui était le descendant de qui. Voilà. Alors c'est ça qui fait perdre des points, mais je trouve que c'était une bonne histoire et franchement ça se lisait bien. Le mélange entre la guerre et le cirque, ça m'a plu. Puis de suivre aussi les histoires de tous ces personnages dans cette période, c'était intéressant. La plume de l'autrice, elle est simple et fluide, donc ça se lit tout seul. C'est quand même une lecture qui fait plus de 400 pages et qui est écrite assez petit et assez serré si vous voyez. Mais franchement je ne l'ai pas vu passer, j'avais envie de savoir la suite. J'ai également lu Le Serment de Sang, tome 2, Son âme au diable, de Lianim aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici car c'est une lecture numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'ordre de ce service presse. Alors là, on va continuer à suivre Nina
et Kylan et voir l'évolution de leur romance et les menaces qui planent sur notre couple. Voilà, comme c'est un tome 2, je ne m'attarde pas trop, donc il y a toujours ce côté fantastique où on est dans une romance humain métamorphe. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, le fait qu'on ait les métamorphes qui sont un peu mis en avant dans cette saga, ça me plaît beaucoup. Et à ce tome, j'avais mis la note de 7 sur 10. Alors, je vous explique, du coup, l'intrigue pour moi elle était prenante, c'est comme pour le tome 1, je me suis régalée. Il y avait de bons rebondissements, la narration multiple nous permet de suivre nos deux protagonistes et de voir comment ils évoluent. Surtout qu'à un moment donné ils sont séparés, donc vraiment là ça nous permet de voir ce que chacun fait. Et c'est vraiment intéressant. Et ce tome, ce que j'ai bien aimé, c'est que les personnages secondaires sont plus présents et sont également bien développés. Et voire même attachants, j'ai beaucoup aimé les personnages de Daphné et Johan, qui sont deux personnages secondaires qui m'ont beaucoup plu. Et dans ce tome, on retrouve de nouveaux secrets. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ça m'a bien plu. Il y a quand même de quoi ramener du rebondissement, le fait que vous ayez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, quel est ce fameux secret, qu'est-ce qu'il cache ou qu'elle cache. Et le dénouement final, j'étais sur les fesses aussi parce qu'il se passe des choses, alors ça je m'attendais pas à ça du tout. Après, comme le tome 1, je peux vous mettre en garde parce que si vous n'êtes pas trop fan des lectures où il y a beaucoup de scènes de fesses, ce sera peut-être pas fait pour vous parce que c'est vrai que là-dedans il y a quand même pas mal de scènes où on s'en va en l'air et de scènes de sexe. Voilà, donc petite attention si c'est pas trop ce que vous appréciez, renseignez-vous avant. Mais sinon, si ça ne vous dérange pas plus que ça, alors vous allez apprécier votre lecture. Et ce que moi j'ai un peu eu du mal, on va dire, c'est que pour moi, c'est que l'univers, je trouve qu'il est, il est génial. Mais je pense que ça manque de développement. À un moment donné, ils se rendent dans un autre monde, on va dire, nos protagonistes. Et là, j'aurais peut-être voulu avoir plus de détails, plus de choses à mettre sous la dent. Et je suis restée sur ma faim à ce niveau-là. Et dans ce tome aussi, ce que je peux dire, c'est que il y a des fois les réactions des personnages qui m'ont semblé incohérentes. Alors je suis d'accord, on est sur une romance métamorphe humaine, c'est une romance très animale, alors ça va très bien avec le métamorphe, ça je suis d'accord sur beaucoup de choses, que peut-être dans une romance classique, je me dirais ouais non là ça va pas, mais là ça passe, et on a quand même des réactions que je trouvais qui étaient quand même incohérentes, surtout au niveau du personnage de Nina. Pour moi Nina, dans ce tome c'est un peu une girouette, voilà, donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points, mais ça reste une bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 3. J'ai également lu Le dernier sortilège de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague, que je remercie également pour ce service presse. Alors là aussi je vous mets la couverture ici, car je l'ai lu en numérique. Alors ici on va suivre deux personnages. Tout d'abord on a Camille qui fuit qui vit on va dire dans une certaine bourgeoisie et qui va fuir tout ça car il ne supporte plus son univers. Et il va venir dans un petit village alsacien. Et pour mener une autre vie, voilà, pour vraiment ne plus rien avoir avec ce côté dans lequel il a été élevé, ce milieu bourgeois, qu'il ne supporte plus. Et de l'autre côté, dans ce petit village alsacien, on a Anna, on est en pleine période de sorcellerie, et elle doit faire attention car elle est veuve. Donc, et dans ce petit village, c'est vite fait de se faire accuser de sorcellerie. Surtout qu'il y a déjà des membres de sa famille qui ont été accusés de sorcellerie et qu'au moins de faux pas, ça pourrait lui arriver. Voilà, donc on va suivre l'évolution de ces deux personnages et voir ce que cela va donner. Alors c'est une lecture que franchement que j'ai beaucoup aimée. J'ai mis la note de 9 sur 10 pour vous dire. C'était vraiment une superbe lecture. Pour moi c'était un bon thriller historique. Alors, franchement, je dis pas souvent thriller historique, mais je trouve ça se mélangeait bien les deux styles. Et le fait de parler de la sorcellerie, du fait que des innocentes pouvaient être accusées pour un rien, il suffisait que vous ayez un pas de travers et qu'on vous dénonce.
et vous étiez torturée et envoyée au bûcher en tant que sorcière. Voilà, il ne fallait pas grand chose. Alors j'ai beaucoup aimé la manière dont ce thème est abordé, parce que c'est vrai que c'est un thème que j'ai pas beaucoup lu et que j'ai appris certaines choses. Alors franchement c'était quand même intéressant de découvrir tout ça, et je trouve que c'est intéressant de montrer que ces faits d'époque, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas tout beau tout rose, et il faut quand même qu'on en ait conscience. Je trouve que c'est bien à ce niveau là. Et la narration multiple nous permet de suivre à la fois nos deux protagonistes, de voir comment ils évoluent, et ce qui est rigolo c'est qu'ils vont se croiser plusieurs fois, et des fois on a des doutes, on se demande s'ils se sont vraiment vus, et par la suite on l'apprend, mais ça m'a beaucoup plu. Et moi j'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna, car je trouvais que c'était un personnage qui peut être un peu, comment dire, bourru comme ça. C'est le mot qui me vient comme ça à l'esprit, mais elle a peut-être ce côté un peu bourru. Après, disons qu'elle a beau, que c'est dans ce village c'était pas mal stéréotypé, on va dire, bah c'était la veuve. Elle pourrait être accusée de sorcellerie, alors voilà, si on l'acceptait, il fallait qu'elle soit contente. Et c'était une femme, donc à l'époque c'était tu te tais et tu fais ce qu'on te dit. Si un homme te dit quelque chose, tu te la coinces et tu le fais, donc voilà. Donc Anna, elle fait ce qu'on lui dit, mais derrière elle en pense pas moins. Et ce qu'on retrouve aussi, qui est beaucoup aussi de l'époque, c'est vraiment la religion, quoi. Vraiment l'époque c'était gouverné par la religion et les hommes. Voilà, les femmes, ben vous faisiez ce qu'on vous disait, vous faisiez des enfants et puis basta. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le personnage d'Anna, car c'est ce qu'elle se pense des fois dans sa tête. Ça m'a beaucoup fait rire, parce que il peut y avoir des soucis par exemple avec son beau-frère qu'elle peut pas avoir, qu'il lui dit des choses et qu'elle se dit mais espèce de gros... voilà, elle l'insulte et après elle se dit pardon Seigneur. Mais ça me faisait rire. Après je dois quand même vous mettre en garde, il y a quand même des scènes assez difficiles à lire dans ce roman. Donc si vous êtes assez sensible à ce niveau-là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous. En tout cas, renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Mais quand je parle de scènes difficiles, j'entends des scènes quand même de torture. On est quand même sur de la sorcellerie, donc oui, il y a des gens qu'on va brûler, il y a des gens qu'on va torturer. Et il y a aussi une scène qu'on n'assiste pas, mais qu'on est devant le fait accompli, et il y a de la torture animale aussi. Donc attention à cela, si vous êtes sensible à ces thèmes. Renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Mais pour un livre comme ça, je pense qu'on avait besoin d'avoir ça pour avoir vraiment tous les éléments et voir vraiment ce que ces femmes subissaient à l'époque. Et là aussi, il y a eu des révélations inattendues. Alors franchement, il y en a plusieurs, je les ai pas vues venir. Alors je pensais à pas mal de choses, mais pas à ça. Et on est sur une intrigue qui est vraiment haletante et réaliste. Alors franchement, j'ai été vraiment surprise en bien avec ce roman. Et je suis passée pas très loin du coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Et franchement, si vous aimez le thriller, l'historique et que vous avez envie d'en savoir plus sur la sorcellerie, je vous recommande vraiment. Moi, ça m'a beaucoup plu et j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je vous dis, l'histoire d'Anna, c'est un personnage que j'ai vraiment trouvé touchant et que j'ai beaucoup aimé. Camille, aussi, c'est un personnage qui est plus mystérieux, qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Je me suis peut-être moins attachée, mais il est aussi agréable à suivre. Et voilà, du coup, c'est une bonne lecture que je vous recommande. Et ma dernière lecture du mois d'avril, ça aurait été le tome 5 de Cat's Eyes, de Tsukasa Ojo aux éditions Panini Manga. Donc voilà la couverture. Alors ici, on continue à suivre nos trois sœurs qui tiennent un café le jour et le soir sont des voleuses. Elles volent des œuvres d'art, mais pas n'importe lesquelles. Et elles ont leurs raisons. Et la police, malgré les pièges qu'ils leur tendent, ont bien du mal à mettre la main sur les fameuses Cat's Eyes. Voilà. Là, c'est une lecture que j'ai mis 8 sur 10. Alors, franchement, c'est toujours agréable. C'est un manga, ça se lit vite. L'intrigue est toujours intéressante. Les vols, tout ça, j'aime beaucoup. Et surtout que le mangaka, il parvient à chaque fois renouveler l'intrigue. Par exemple, ici, il nous introduit un nouveau personnage qui va être assez intéressant, à mon avis. Et vu la fin, qui pourrait bien mettre des bâtons dans les roues à Cat's Eyes, mais hâte de découvrir la suite. Sinon, ben, il y a toujours ces notes d'humour, c'est vraiment génial, c'est un manga qui est agréable à lire, ça y va tout seul.
et les dessins sont vraiment très beaux. Alors vous voyez que c'est plus vraiment des dessins, on va dire, c'est des dessins qui sont peut-être un peu plus vieux, voilà, je dis ça en guillemets, car c'est peut-être pas le style de manga qui sort actuellement, mais c'est vraiment beau, réaliste, et j'aime beaucoup. Regardez, si je vous montre un dessin, j'aime beaucoup, franchement c'est magnifique. Ici je trouve une scène où c'est qu'on les voit en 4 size, juste pour vous montrer. Ah, bien sûr, quand je veux, je ne la trouve pas. Ah oui, là voilà une scène en 4 size, regardez. C'est vraiment super beau. Alors franchement c'est un manga que j'aime bien, que j'ai hâte de voir la suite, et surtout ça se renouvelle, c'est vraiment sympathique. Et là, juste pourquoi j'ai enlevé un peu des points, c'est parce qu'il y a une situation dans ce manga qui se passe. Et ça me paraît incohérent, je peux pas vous dire ce que c'est parce que sinon je vous spoil. Mais la manière dont ça se passe et avec les personnages qui sont là à ce moment-là, ça me paraît incohérent, que voilà, ça joue pas pour moi. C'est trop tiré par les cheveux. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça m'embête parce que je pourrais vous expliquer mais je vous spoilerai, c'est pas le but. Mais c'est une bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Pour le mois prochain, eh bien, je vais lire le dernier tome du cycle 6 de la guerre des clans, continuer ma palle du printemps, donc il me reste un livre à lire, et lire d'autres services presse et d'autres lectures selon mes envies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous avez lu, si vous avez des coups de cœur, des déceptions, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Ou si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Pour cette fois, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah tiens, on a parlé 4 size, mettez-moi une tête de chat comme emoji. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et surtout à vous abonner, pareil, pour me soutenir. Voilà, alors moi sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, bye bye.